On a deux prix à remettre à des territoires particulièrement, et des acteurs, on va dire, particulièrement innovants et importants, qu'on a souhaité distinguer parce que ce qu'ils font, c'est voilà, c'est juste génial. Donc, pour remettre le prix coup de cœur, ça c'est le prix coup de cœur, c'est un peu, voilà, c'est un truc qu'on avait envie de partager avec vous. Je vais demander à Angélique Brugeron, qui est conseillère régionale et suppléante du député Vincent Descoeurs ici dans le Cantal, de bien vouloir me rejoindre. Alors pourquoi cette musique? C'est parce que je vais demander aux représentants des régiments de service militaire volontaire de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Pardon pour la blague, il n'y a pas de Papy Bollington dans l'équipe. Mon colonel, mon commandant, je présente Angélique Brugeron, conseillère régionale et comme je l'ai dit, députée suppléante de Vincent Descoeurs, ici dans le Cantal. Voilà, si on a souhaité vous inviter, c'est pour voilà, rendre hommage. C'est un peu de tête brûlée aussi dans leur genre, parce qu'ils ont osé, au sein des régiments du service militaire volontaire, imaginer que les métiers du numérique, c'était aussi pour les jeunes qui vont se former, savoir-être et savoir-faire dans ces régiments du service militaire volontaire qui concernent, on peut le dire, souvent une jeunesse plutôt en difficulté. Voilà, c'est le principe. Donc je vais vous laisser nous expliquer à l'appui effectivement de cette présentation le dispositif, la démarche et ce qui est engagé, sachant que voilà, aujourd'hui deux régiments sont concernés, donc un dans notre région, dans l'Ain, mais que ça a peut-être, et je l'espère, vocation à se généraliser. Bonsoir à tous, je suis le lieutenant-colonel Argot, sous-chef état-major du service militaire volontaire à Arcueil, et le commandant Camus, qui est le directeur général de la formation du 1er régiment à Montigny-les-Metz. Donc, on va parler à deux voix. Je vais vous présenter très rapidement le dispositif du service militaire volontaire, et le commandant Camus parlera plus précisément de la filière numérique. Donc, le service militaire volontaire existe depuis 2015. C'est un dispositif pour les jeunes de 18 à 25 ans, jeunes français, peu ou pas diplômés et éloignés de l'emploi. Et après une remise à niveau en savoir-être, une remise à niveau scolaire, on les forme dans différents métiers, on leur propose plus de 50 métiers, dont ceux du numérique avec la pose de câble. Nous avons 6 centres en métropole. Le premier donc à Montigny-les-Metz, avec son antenne de Châlons en Champagne. Le deuxième à Brétigny-sur-Orge. Le troisième à La Rochelle. Le quatrième à Brest. Et celui qui vous concerne dans votre région, c'est le centre d'Ambérieu en Bugey, qui est tenu par l'armée de l'air. Voilà pour ça. Voilà. Nous reposons sur différents piliers pour former nos jeunes. Donc, tout d'abord, la militarité. Nos jeunes sont sous statut militaire. Ce sont des militaires à part entière. Et ils sont encadrés par des militaires. Le volontariat, le dispositif ne fonctionne que si les jeunes sont volontaires et prêts à accepter la discipline qu'on leur impose et toute la formation qu'on va leur donner. Et ensuite, on ne peut rien faire sans nos partenaires, alors que ce soit dans le cadre du recrutement avec les missions locales, Pôle emploi, etc. On a beaucoup de partenaires dans ce domaine. Dans le cadre de la formation, l'éducation nationale, les CFA, les AFPA, etc., etc. Et bien sûr, tous nos partenaires, toutes les entreprises, grâce auxquelles on peut insérer nos jeunes. Le service militaire volontaire insère plus de 3/4 de ces jeunes. Nous sommes entre 75% et 80% de taux d'insertion pour nos jeunes. Voilà, je laisse la parole au commandant Camus qui va vous expliquer la formation et les métiers du numérique. Ne vous inquiétez pas, je vais aller très vite. Bonsoir à toutes et à tous. Donc la formation elle se déroule en 3 temps. Un premier temps de 2 mois, où on appelle ça formation militaire, mais c'est surtout une formation sur les savoir-être. Il n'y a pas d'utilisation d'armes et de combat. C'est simplement les savoir-être, l'autorité, apprendre la discipline et le cadre. Ensuite, une formation de 4 mois, durant laquelle on va les remettre à niveau scolairement parlant, avec l'éducation nationale. Et puis, on va leur faire passer le permis de conduire, outil indispensable aujourd'hui à l'emploi. On va leur faire passer le diplôme de sauveteur secouriste du travail. Et puis, on va travailler aussi sur une notion un peu particulière, la citoyenneté,
puisque il faut aussi leur réapprendre certaines bases et le don de soi. Aujourd'hui, travailler pour une collectivité, pour les Restos du Cœur, voilà, on travaille aussi pour Emmaüs. Il y a des missions comme ça gratuites, et on leur apprend la gratuité. Au bout de ces 4 mois, on va travailler avec la formation professionnelle. Donc, on va dédier cette formation professionnelle aux opérateurs. Donc, tout ce qui est CFA, AFPA, CCI, etc. Donc, tous les opérateurs de formation. Et cette formation professionnelle, aujourd'hui, est payée et financée essentiellement par les régions, au moins en ce qui concerne le Grand Est, au travers du plan d'investissement des compétences, puisque la région Grand Est a bénéficié de l'appui de son président pour payer ses formations professionnelles. Et dans ce cadre, dont nos partenaires, nous avons passé un partenariat avec l'UE 57, l'Union des entreprises du 57, donc sous-entendu le MEDEF 57, avec lequel nous avons passé aussi un partenariat avec SFR pour ouvrir cette filière. Et au dernier RIP à Deauville, nous avions l'ébauche, le squelette de cette formation. Et la semaine prochaine, cette formation se termine avec l'obtention du titre pro de monteur-câbleur fibreur pour 13 de nos jeunes qui sont dans cette filière aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un partenariat aujourd'hui avec SFR et sa filière de monteur-câbleur ERT qui va prendre jour, puisqu'ils vont être embauchés directement par ERT d'ici mi-septembre. Voilà. Et ERT, on voit tout à la gauche de l'image, vous le reconnaissez, certains d'entre vous, c'est Jean-Christophe Nguyen Van Sang, qui est un des pilotes un ami de Rurality. Voilà, un ami de très longue date, un compagnon de route, on pourrait le dire comme ça. Donc voilà, on souhaitait vous distinguer. Le capitaine Ben Gold peut nous rejoindre, parce qu'on va faire une photo. Le capitaine Ben Gold, qui est mon adjoint dans l'insertion des jeunes. Voilà, on va faire une photo, puis on va déclencher une salle d'applaudissements quand le photographe nous dira que c'est bon, ils sont bien placés. Et sous vos applaudissements. Merci, c'est super. Bravo, bravo, bravo. Avec grand plaisir, c'est un honneur de vous accueillir. On est extrêmement sensible à ce que vous faites. Et c'est vrai que la filière des réseaux, c'est des besoins en emploi sur les 3 ans qui viennent d'environ 28 000 personnes. Et 28 000 personnes sur des emplois locaux et à haute valeur ajoutée, non délocalisables. Donc pensez-y, on est ici à Aurillac, la CCI du Cantal a mis en place un campus de la fibre optique et forme effectivement régulièrement pour le compte d'opérateurs, pour le compte de la chaîne de sous-traitance, des opérateurs de monte, câblage, fibrage et typiquement demain, on peut imaginer que le régiment SMV d'Ambérieu pourrait envoyer ces bénéficiaires ici se former à Aurillac, par exemple. Voilà. Deuxième prix que nous remettons ce soir, c'est à nos amis de la CCPHVA. Voilà, alors je vais les inviter, ils vont venir avec nous et on va faire ces choses-là. Mais d'abord, je voudrais demander à Michel Roussy de venir me rejoindre sur scène, puisque c'est lui qui a la gentillesse de remettre ce prix d'une intercommunalité à une autre. Alors, cette intercommunalité, CCPHVA, c'est la communauté de communes du pays Haut-Val d'Alzette. C'est à la frontière du Luxembourg, c'est tout au nord de la pointe de la Moselle. Et donc, je vais demander à André Partenay, son président, et à Julien Vian, son directeur, de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Il vous rendra votre badge après, ne vous inquiétez pas, il ne les garde jamais, il n'en fait rien. Président, voilà, on est très heureux de vous accueillir. On a découvert, il y a 1 an et demi,
ce que vous aviez engagé dans ce territoire qui est le pays au Val d'Alzette, qui a un profil très particulier. Vous allez nous le raconter avec Julien Vian, votre directeur. C'est un territoire qui est donc quelque part dont le centre d'attraction est à l'étranger, c'est le Luxembourg. Et avec des problématiques qui mélangent effectivement à la fois la ruralité, mais aussi ces problématiques métropolitaines. Mais je vous laisse nous peindre le tableau et nous décrire le projet qui est le vôtre. Alors, une clé de répartition. D'abord, bonjour à tous, merci, chers collègues. On va essayer de se répartir les tâches, puisqu'on a parlé du volet politique, mais il y a aussi, après, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est avec une équipe, Julien Vian, qui est mon DGS. Le territoire, c'est vrai qu'il est adossé au Luxembourg. Et Sébastien le connaît, puisque l'année dernière, tu as posé tes valises sur notre territoire, justement par rapport à Ruralitique, et le label que l'on a obtenu, puisque c'est Julien qui le présentera. Moi, je voudrais présenter mon territoire, il est aussi particulier. Si ici on découvre le Cantal, moi, et le monde rural, nous, c'est plutôt périurbain. Avec une énorme difficulté, vous connaissez tous le Luxembourg et l'attractivité qu'il génère. On connaît la fiscalité, on sait aussi ce qu'il en admet, mais la nouvelle orientation politique du Luxembourg, c'est s'orienter vers la technologie, l'économie du savoir. Et en mettant en œuvre l'économie du savoir et l'attractivité du Luxembourg, ça fait en sorte que 100 000 frontaliers traversent régulièrement la frontière pour aller au Luxembourg. Ça amène des difficultés économiques sur le territoire, puisque toutes les entreprises, ils mettent leur siège côté luxembourgeois, et la fiscalité de chez nous, comme elle est un peu plus élevée, il n'y a pratiquement plus de développement économique possible. Donc, difficultés sur le territoire par rapport à ça. Et dès que vous formez, on a parlé de formation tout à l'heure, dès que vous formez du personnel, dès que vous formez de très bons ouvriers, et bien comme les salaires sont plus intéressants au Luxembourg, ils partent là-bas. Qu'est-ce qui nous restait par rapport à notre territoire qui s'est toujours appuyé sur la mono-industrie sidérurgique et minière? Ça fait 30 ans que la sidérurgie a fermé, le territoire s'est plus ou moins effondré, et il faut quand même maintenant, grâce à l'attractivité du Luxembourg, il faut le reconnaître, le territoire, il est en train de se redynamiser. Et l'objectif des élus, c'est de travailler sur l'attractivité d'un territoire. Tout l'enjeu, il est là. Donc, on a des labels. On a obtenu en 2009 le label Écocité. Et ce label Écocité, justement, nous permet de travailler sur l'économie, sur l'environnement, sur le social. Et il nous en manque un des piliers, c'est la culture sur laquelle on va s'appuyer. Donc, on a le label Écocité. On a fait partie des 13 écocités en 2009. L'ambition était forte, mais c'est l'ambition, justement, le rôle d'un élu, c'est d'avoir de l'ambition et de mettre en place cette ambition au service du commun. Donc on a le label Écocité, TEPCV, on a le Smart City, on a même obtenu, avec le Luxembourg, on est pour 2022 capitale européenne de la culture. Extraordinaire. C'est une attractivité encore sur le territoire. Et là, c'est de travailler maintenant, tout l'enjeu est là, au travers d'un groupement européen de coopération territoriale, de travailler sur une agglomération transfrontalière en ayant comme ville de centralité le Luxembourg. Enjeu majeur, appuyé au niveau européen, et c'est là-dessus qu'on essaie d'avancer. Voilà, donc il est sûr que le Smart City intéresse le territoire, mais le double objectif, c'est de comment travailler avec une agglomération transfrontalière en ayant le siège au Luxembourg, en ayant la ville de centralité au Luxembourg, et utiliser le Smart City sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Cette plateforme de données que Julien va vous développer, c'est de la mettre à disposition déjà de tout le Nord Lorrain, mais également ne serait-ce que pour la mobilité, de travailler en appui avec le Luxembourg. Et là, maintenant, je passe la parole à Julien, qui est un excellent DGS et qui va vous donner tous les détails. Je vais aller vite, ne t'inquiète pas. Pour aller à la spécificité du projet, alors on parle de Smart City, je préfère parler de territoire intelligent. La spécificité du projet, je dirais, elle est double. La première spécificité, c'est sur la procédure suivie. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un partenariat d'innovation, donc c'est un mode de commande publique très particulier. C'est le premier en France de ce type. Sur la question de la donnée, le partenariat d'innovation, c'est un marché de recherche et de développement, si je simplifie les choses. Pourquoi avoir choisi ce type de marché? Tout simplement parce qu'on souhaitait certaines choses, on n'en souhaitait pas. Ce qu'on ne souhaitait pas, c'était une solution propriétaire. Ce qu'on ne souhaitait pas,
c'était qu'on n'ait pas la main mise sur nos données. Et ce qu'on souhaitait, à contrario, c'est développer une vraie gouvernance publique de la donnée. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est très important. Ce qu'on souhaitait également, c'est pas recruter des prestataires, mais des partenaires. On a beaucoup parlé de partenariat, et là, c'était extrêmement important également. Donc, tout au long de la procédure, c'était extrêmement intéressant parce que, comme vous avez pu voir, le marché, aujourd'hui, nous l'avons confié à Capgemini, Bouygues Energy Services et Suez, qui sont des tout petites entreprises. Néanmoins, je tairai le nom des autres entreprises qui avaient candidaté. Il y avait 5 autres candidats de la même envergure. Et on va dire que les premières auditions ont été très compliquées pour ces entreprises parce qu'ils ne savaient pas comment du tout se positionner. Donc ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, c'est que l'ambition du projet, c'est une ambition qui se retrouve généralement dans des métropoles. Grosso modo, je ne sais pas, pour les gens qui suivent un peu le numérique, c'est... Alors, on peut dire que ce projet, c'est à peu près le petit frère de ce qui se passe à Dijon. Sauf que nous, on est une communauté de communes de 30 000 habitants. Alors, grosso modo, le projet, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un projet qui va s'étaler sur 28 mois, mais ce n'est pas une finalité, il y a des choses qui se passent à côté. L'objectif, c'est de construire une infrastructure numérique qui est en capacité de traiter de la donnée. Alors, de la traiter, de la sécuriser, de la croiser et de l'améliorer. Ça, c'est la première chose. Infrastructure numérique qui sera propriété de la communauté de communes et qui pourra être déployée sur d'autres territoires. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, il n'y a pas de licence. C'est un prototype qui va être ouvert à d'autres territoires. D'ailleurs, on fait des appels, nous, dans le Grand Est. Il y a d'autres territoires qui veulent venir travailler avec nous. Il n'y a pas de souci. À côté de ça, on va également développer dans ce marché ce qu'on appelle un hyperviseur territorial, c'est-à-dire un poste de contrôle qui va gérer l'ensemble des objets connectés du territoire. Ça peut aller du candélabre, ça peut aller sur les réseaux d'assainissement, ça peut aller sur des ruches connectées qu'on est en train de déployer, parce qu'on fait aussi ça. Qui permet en fait d'optimiser le fonctionnement, d'optimiser les politiques publiques et également créer un lien direct, parce qu'on va travailler directement avec les habitants sur tout ce qui est signalisation. Le troisième point qu'on développe, c'est des premiers usages. On va développer des premiers usages. Le marché a démarré toute fin d'année. On a déjà 3 premières solutions qui arrivent. Il y en a d'autres qui vont être développées. Les prototypes sont là. En fin d'année, les premières solutions sont déployées. Et l'objectif, au final, c'est quoi? L'objectif, c'est de déployer de nouveaux usages pour la collectivité, la communauté de communes, mais également les communes qui sont dans la boucle, optimiser le fonctionnement du service public, permettre à des entreprises privées de venir travailler sur de la data sur notre territoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va ouvrir un Fab Lab très prochainement. Nous ouvrons donc un bâtiment culturel extrêmement important qui va être spécialisé sur le son et l'image numérique. Et nous sommes en processus, on va dire, de réflexion très avancée pour ouvrir un tiers-lieu qui aurait vraiment une orientation numérique, couveuse numérique. Ça, c'est le vrai objectif. Derrière. L'ensemble des solutions que nous avons identifiées et qui vont être identifiées, ce ne sont pas les élus qui les ont identifiées, ce n'est pas Julien Vian qui les a identifiées, c'est l'écosystème qui les ont identifiées. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé de façon très simple, on a identifié des thématiques, le développement économique, le développement durable, peu importe, et on a invité des gens de la population, des gens des associations, des chefs d'entreprise, des institutionnels à venir travailler en mode intelligence collective pour identifier les besoins. Et donc, en fait, on renverse le paradigme. C'est le politique met les conditions pour que le territoire se développe, mais c'est plus le politique qui dit « je veux ça comme ça ». Donc les élus, ça les a un peu chamboulés, mais au final, on est beaucoup plus pertinent sur les solutions qu'on a trouvées et l'acceptabilité. C'est-à-dire, on a commencé, on était 30, je ne vais pas refaire les inconnus, on arrivait, voilà. On a commencé, on était 30. Là, maintenant, il y a un vrai groupe, on va dire, des espèces de gens qui portent la bonne parole, qui ne sont pas forcément des gens qui ne sont pas des experts. Des experts du tout. Parce que, de toute façon, ce n'est pas un projet technologique. Il y a un niveau de technologie très, très important que construire la plateforme, l'infrastructure numérique, ça, il y a 5 boîtes en France qui sont capables de le faire. Mais au-delà de ça, quand je vais voir l'apiculteur, je lui dis on connecte vos ruches, comme ça l'hiver vous ne montez plus sur la toiture, et nous derrière on monte un projet pédagogique avec des écoles. C'est pas un projet technologique, c'est juste un poids. Quand on connecte des composteurs collectifs
qui nous permet d'alerter les gens, attention c'est chaud, il faut retourner, mais qui nous permet aussi de mettre des éléments d'information et de refaire du contact. Au final, le projet Smart City de la CCPH20, quelque part, c'est une reconquête de l'espace public par le citoyen. Voilà. Merci Julien. Effectivement, nous on a souhaité distinguer cette approche, puisque c'est pas La La Land, c'est Data Land. Et comment se dire qu'on n'arrête pas de nous dire que la donnée c'est le pétrole du XXIe siècle. Votre premier actif, c'est vos données, c'est vos citoyens. On l'a bien vu, le capital humain. Souvent, moi, quand je demande à un élu rural, c'est quoi votre capital, votre actif? Il dit, bon, je sais pas, j'ai un lavoir du 12e. Mais jusqu'à ce jour, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont répondu mon premier capital, ma première richesse, c'est mes habitants et ce qu'ils sont capables de m'apporter comme information. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel, juste avant? Oui, c'était effectivement la similitude dans les objectifs et la disparité dans la réalité du terrain. Et je crois que ça ouvre la place à l'imagination. Et chaque territoire doit pouvoir, avec les mêmes objectifs, puisque nous avons tous des objectifs de développement, de cadre de vie, d'insertion de nos populations, la réalité des politiques doit être différente parce que nous sommes plus dans un régime un peu insulaire. Vous êtes dans un régime de concurrence directe avec le Luxembourg. Chacun a ses voies et ses moyens. Et je crois que les quelques exemples que vous nous avez donnés vont aussi nous inspirer parce que nous faisons nous aussi un certain nombre de choses, mais c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui et encore une fois, félicitations. Bravo. Bravo. On va faire une photo. On s'approche par là. On va s'approcher. Voilà. Voilà. Et n'hésitez pas à monter dans le nord de la Moselle. C'est un très beau pays, un pays particulièrement résilient et particulièrement ambitieux. C'est là ton plaisir. Merci beaucoup. Et effectivement, la Moselle était à l'honneur. C'est le fait du hasard, hein, parce que nous, on détecte les initiatives. Et je voulais juste terminer, alors pas sur une note triste, mais un peu quand même. Voilà, Philippe Leroy, donc ancien président du conseil départemental de la Moselle, père de l'article 1425-1 qui a permis aux collectivités de devenir opérateurs d'opérateurs en 2004, c'est-à-dire les RIP, quelque part c'est lui et également le sénateur Legrand, qui était sénateur de la Manche à l'époque. Philippe Leroy donc s'est éteint mardi dernier. Voilà, à l'âge de 79 ans. Et on voulait avoir une pensée pour lui. Il était à Rurality il y a maintenant 7 ans. Il était passé nous voir. Et voilà, donc on a une pensée pour lui parce que voilà, si il n'avait pas été là, quelque part, la fracture territoriale du numérique, elle serait bien plus béante qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Les discussions qu'on a montrent qu'il y a bien sûr des pistes d'amélioration, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été sans effectivement ces sénateurs et ce sénateur en particulier. Donc je voulais qu'on l'applaudisse. Quelque part, il doit nous entendre.